Système biaire-manivelle. Le système biaire-manivelle permet de transformer un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation alternative ou inversement. On trouve ce système de transformation de mouvement dans les moteurs thermiques. Par exemple, la pression des gaz va déplacer le piston qui va mettre en rotation le vilebrequin par l'intermédiaire de bielle. Bielle, c'est la pièce rouge sur le schéma. Le système biaire-manivelle est modélisé ci-dessous. Alors, notre objectif, c'est déterminer par une étude cinématique, déterminer la mobilité cinématique MC du mécanisme, du système. Et après, on va déterminer aussi le degré d'hyperstatisme H. Pour les PSI, bien sûr. Pour les MP, on va se contenter de déterminer seulement la mobilité. Donc, on va d'abord commencer par un schéma cinématique plan pour mettre en place le paramétrage. Donc, schéma cinématique plan et paramétrage. Paramétrage du système. On va dessiner le schéma dans le plan XY, X0, Y0. Donc schéma plan, dans le plan X0, Y0. Donc je vais partir de la liaison pivot 0,1, noir. Donc je vais commencer par la première liaison pivot, noir, couleur noire, donc de centre haut. Ensuite, la pièce bleue numéro 1, en liaison pivot aussi, avec la pièce 2, en A. Ensuite, encore en liaison pivot avec la pièce verte, 3. C'est le piston, donc 3 est le même en liaison pivot glissant avec le bâti noir, donc une liaison pivot glissant. Donc c'est une transformation de mouvement de rotation de la pièce bleue en translation de la pièce verte ou inversement. Donc je vais mettre les points, là c'est O, A, B et le point C. Ensuite, les axes, l'origine, donc les centres des liaisons OAB et C. Et ensuite, les axes, donc je vais commencer par la base fixe. L'axe X0, Y0, je travaille dans le plan X0, Y0, donc le plan de la feuille c'est X0, Y0, donc Z0 est sortant de la feuille, donc Z0 sortant. Ensuite, le premier repère mobile, celui de la pièce 1, donc 1 tourne par rapport à 0, donc changement de base, X1, Y1. Paramètre ici cinématique. C'est un paramètre de rotation, donc ce sera un paramètre angulaire à l'angle entre X0, X1 et Y0, Y1. Ensuite, la deuxième pièce, X2, Y2 pour la pièce 2, pièce rouge, la même chose, paramétrage par rapport à 0, X0, Y0. Je peux ajouter aussi un X0 au point A. Bien sûr, la liaison entre la pièce rouge et la pièce verte est une liaison pivot. La pièce verte est en translation par rapport à 0, ça veut dire que le repère de la pièce 3 est le même que celui de la pièce 0. Donc je peux dire que 2 est en rotation par rapport à 0 au lieu de 3. Donc le paramètre cinématique alpha entre 1 et 0 et le paramètre bêta entre 2 et 0. Donc bêta 2, 0. Je répète. Entre 2 et 0, pourquoi? Parce que 2 est en rotation par rapport à 3. 3, 0, c'est le même repère. Le repère de 3, c'est celui de 0. Tel que la rotation
Alpha point c'est la rotation de 1 par rapport à 0, et bêta point c'est la rotation de 2 par rapport à 0. Il reste encore le paramètre de translation. Donc, il est indiqué sur la figure, c'est la distance OB. C'est lambda x0, donc lambda bien sûr est une variable, lambda de t. Pourquoi? Parce que le point B appartient aussi à la pièce verte, donc il translate, change de position par rapport à l'origine, donc c'est une variable. Alpha de t bien sûr variable, bêta de t, donc variable angulaire. Voilà, donc ça c'est le schéma cinématique plan, donc plan x, y. On peut, alors à partir de ce schéma, on peut tracer la figure plane de changement de base. Donc figure plane de changement de base. Puisque le problème est plan, je peux mettre toutes les figures sur une seule figure. Toutes les figures ont un axe commun Z0, donc je peux mettre les trois figures, les deux figures de changement de base dans une seule figure. Donc on aura le premier changement de base. Donc je vais commencer par le repère fixe. Donc x0, la base fixe x0, y0. L'axe commun Z0, et bien sûr Z0 c'est aussi Z1 et c'est aussi Z2, donc c'est un axe commun pour les trois pièces. Donc pourquoi? Parce que le problème est plan, dans le plan XY, donc je peux dessiner toutes les figures, les deux figures qu'on a ici, je peux les dessiner sur une seule au lieu de les séparer. Donc le premier changement de base entre 1 et 0, paramètre alpha. Deuxième changement de base entre 0, donc voilà d'abord alpha, alpha. Ensuite deuxième changement de base, attention sur le schéma cinématique, la deuxième base, la pièce 2 tourne dans le sens négatif, mais attention, on ne va pas la dessiner dans le sens négatif, on va toujours la dessiner dans le sens, comme toujours on dessine une figure dans le sens positif. Donc x2, y2, changement de base, bêta, bêta, bien sûr je peux mettre un bêta soit supérieur, alpha soit inférieur, donc aucun problème. Un bêta c'est un angle entre 2 et 0. Moi je l'ai choisi supérieur, mais c'est la même chose, si vous le mettez inférieur à alpha, ça ne va rien changer. Alors l'étape suivante, on va tracer le graphe de liaison. Graphe de liaison. Graphe de liaison. On a 4 pièces. Je vais partir de 0. 0 fixe. 0 en liaison avec 1. 1 en liaison avec 2, 2 en liaison avec 2 en liaison avec 3 et 3 en liaison avec 0. Donc les trois premières liaisons sont des pivots. La première pivot de centre O suivant Z. Deuxième, la même chose, toujours suivant Z, mais de centre A. La troisième, la même chose, toujours pivot de centre B suivant le même axe, Z0. Alors que la dernière est une liaison pivot glissant suivant un autre axe. Là, c'est suivant X0. Mais remarquez, B, X0 ou C, X0 ou aussi, ou bien O, X0. Puisque les trois points sont alignés sur l'axe X0. Donc, ils ont pivot sur le schéma. On remarque que le point C, B et O sont alignés. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel point parmi les trois points. O, B et C
Les 3 points sont des points appartenant à l'axe de la liaison pivot glissant. Donc fermeture, cinématique de points. La fermeture cinématique c'est V de 0, donc c'est une boucle V de 0, je pars de 0 et je reviens à 0. Composition torseur, donc 0 sur 3, plus 3 sur 2, plus 2 sur 1, plus 1 sur 0 est égal torseur nul. Voilà, les 4 torseurs des 4 liaisons. Donc c'est sous forme d'une boucle. Je pars de 0, je reviens à 0. Et ça me donne une composition de torseurs cinématiques. Voilà, fermeture cinématique. Donc la notation qu'on va choisir, notation V de I par rapport à J est égal alpha et J, bêta et J, gamma et J. Donc c'est la notation qu'on va choisir ici pour les calculs. Alpha, bêta, gamma, ce sont des vitesses de rotation radians par seconde. U, V, W, ce sont les vitesses linéaires en mètres par seconde. Donc 3 composants suivant X, Y, Z. On a un point quelconque P. Donc c'est la notation que je vais utiliser pour cet exercice. Alors, je vais commencer par le premier torseur. Donc je vais écrire le premier torseur. V 03. Bien sûr, le torseur c'est V30. 3. Glisse c'est pour par rapport à 0, donc c'est égal à moins. Avec un signe moins, donc 0,3 c'est moins 3,0. Donc ça sera moins alpha 30, 0,0. U 30, 0,0. Pourquoi? Parce que c'est une liaison pivot glissant suivant X0. Et on a un point, j'ai choisi le point O. C'est le point le plus simple. Le torseur V32 c'est une liaison pivot point P. Donc pivot suivant Z. On sera 0,0 gamma 32, 0, 0, 0. Le premier, on a dit que c'est pivot glissant, donc ça c'est comme rappel, donc ça c'est pivot glissant. O, X0, et l'autre c'est pivot, deuxième torseur, pivot, B, Z0. B, Z0. Le troisième, V, 2 par rapport à 1, c'est encore pivot, mais cette fois en A. Donc 0, 0, gamma 21, 0, 0, 0. Là encore, c'est pivot A, Z0. Et enfin, le torseur 1 sur 0, pivot en haut, suivant Z0. Donc 0, 0, gamma 10, 0, 0, 0. Là, c'est pivot au Z0. Donc on a exprimé les 4 torseurs en leur point de réduction. On remarque que le premier et le quatrième sont exprimés en haut, donc il faut changer les deux autres. Donc il faut exprimer tous les torseurs, donc les 4 torseurs, le torseur. En haut par exemple, j'ai choisi haut puisque le V de 1 sur 0 est en haut et le V de 3 sur 0 en haut. Donc je vais choisir le V de 2 sur 1 et le V de 3 sur 2. Le premier est en haut, V03, 3, 0 c'est en haut. Le quatrième aussi en haut, V de 1 par 3, 0. Alors il faut changer les deux autres.
Donc V de 3 sur 2 est égal. On a dit que c'est, le point B c'est 0, 0, gamma 32, 0, 0, 0. Alors je vais écrire la formule, le changement de point, champ de moment, donc V en haut de 3 par rapport à 0 est égal à V point P de 3 par rapport à 0 plus OB vectoriel oméga 3, 2, pardon, 3, 2, c'est pas 3, 0, 3, 2. Là c'est 0 bien sûr. OB, donc dans les données, on vous a donné OB, la distance OB est égale à lambda x0. Donc sur le schéma c'est lambda x0. Vous pouvez arrêter la vidéo pour vérifier ça. Voilà, donc je vais la reprendre. Voilà, c'est lambda x0. Donc vous mettez, c'est lambda x0 vectoriel gamma 32 porté par z0. Donc x0 vectoriel z0 c'est moins y0. Donc, moins, sens indirect, moins y0. Maintenant je peux écrire que le torseur V de 3 sur 0 en haut est égal, donc la résultante a changé, et le moment bien sûr, une composante suivant y, donc moins lambda gamma 32 y suivant y. Et l'autre, le torseur de 2 sur 1 au point A, et V de 2 sur 1 au point A, on peut faire la même chose, donc V en haut, 2 par rapport à 1, est égal à V en A, de 2 par rapport à 1, plus OA, vectoriel oméga de 2 sur 1. Alors V nul, et la distance OA est donnée, donc vous pouvez la chercher dans l'énoncé sur le schéma, donc OA est égal à AX0, pardon, AX0. Bon, ou bien AX1, pardon, AX1. Vectoriel oméga de 2 sur 1. Oméga de 2 sur 1, c'est gamma 21, porté par Z0. Égal, donc X1, Z0, c'est un sens indirect, ce sera moins Y. Donc moins A, gamma 21, Y. Alors, puisqu'on utilise une écriture en colonne, on est obligé d'écrire le résultat dans la même base. Et surtout puisqu'on fera la somme, donc il faut que ce soit la même base pour les 4 torseurs. Même point, mais aussi la même base. Donc là, je reprends la figure plane pour déterminer Y1 dans la base 0. Donc Y1, si je le projette sur Y0, ça sera cos alpha, et sur X0, ça sera moins sinus alpha. Donc cos alpha suivant Y0, moins sinus alpha suivant X0. Cos alpha suivant Y0 moins sinus alpha suivant X0. Et maintenant je peux écrire le résultat. Alors tous les torseurs sont exprimés dans la base 0 et tous les torseurs sont exprimés au point O. 0, 0 et 1. Et une composante suivant X, c'est A gamma sinus alpha. Une composante suivant Y, moins A gamma 21 cos alpha. Et 0 suivant Z. Maintenant, les 4 torseurs sont exprimés au même point. On va faire la somme. Donc, il faut, par conséquent, donc je vais recopier les 4 torseurs, tous exprimés en haut. Donc, le premier c'était 0,3. 0,3, donc moins alpha 30, U30. Moins alpha 30, 0, 0, U30, 0, 0. Moins U30, 0, 0. Plus deuxième en haut, la même chose. Deuxième en haut, c'est le 3, 2. Donc 3, 2, il est où? Il est là. Donc 3, 2. Après avoir exprimé 3, 2 dans la base, donc 3, 2, il est là. C'est exprimé en haut. Donc gamma 32, moins lambda, gamma 32 suivant Y. Donc 0, 0, gamma 32. Non, c'est pas ça. Pardon. 0, gamma suivant, c'est gamma 32. Et moins lambda, gamma 32 suivant Y. Voilà. Deuxième torseur en haut. Troisième torseur, celui de 2 sur 1. 2
quatrième c'est V de 2 sur 1. Troisième, V de 2 sur 1. On vient de changer. C'est le dernier, il est là. Juste à côté, donc on va le couper directement. Plus 0, 0, gamma 21. A, gamma 21, sinus alpha. Moins A, gamma 21, cos alpha. 0. Et enfin, le quatrième, c'est V de 1 sur 0. Alors celui-là, on ne l'a pas changé. Et on avait dit que c'est une liaison pivot suivant Z. Donc, le quatrième, qu'on n'a pas changé, V de 1 sur 0. Ah, elle est là, donc c'est gamma 10 suivant Z0. Donc gamma 10 suivant. Donc 0, 0, gamma 10. 0, 0, 0. Le tout égale torseur nul. Donc maintenant je peux écrire les équations. Les équations issues de la fermeture cinématique. Donc première équation, suivant x moins alpha 30 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Que des 0 donc égale à 0. Deuxième équation suivant y, 0 plus 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Troisième équation, 0 plus 0, non, troisième équation, 0 plus gamma 32. Voilà. Troisième équation, c'est gamma 32 plus gamma 21 plus gamma 10 est égal à 0. La suivante, moins U30 moins U30 donc plus A gamma 21 sinus alpha plus A gamma 21 sinus alpha est égal à 0. Et enfin la dernière, moins donc 0 moins lambda gamma 32 moins lambda gamma 32 moins A gamma 21 cos alpha égale 0. Voilà. Donc on a eu 4 équations. Les équations 0 est égal à 0 sont des équations non significatives, donc je prends les équations significatives. Donc 4 équations. Ces équations indépendantes et significatives bien sûr sont appelées le rang du système. On les appelle rang du système RC. Donc c'est le rang du système. Le rang du système a 4 équations. Donc système, on a 4 équations indépendantes, donc le rang du système est égal ici à 4. C'est le nombre d'équations indépendantes. Donc c'est 4. D'autre part, je peux calculer le nombre d'inconnus cinématiques. Donc d'autre part, n c'est le nombre total d'inconnus cinématiques est égal à sigma de i égale à 1 jusqu'à n avec n c'est le nombre total de liaisons. On en a 4 ici. On a 4 liaisons. Donc n c'est i. I c'est le nombre de liaisons. Donc on a 3 pivots. Donc ça sera 1 plus 1 plus 1 pour les 3 pivots plus 2 pour la liaison pivot-glissant. Donc ça sera 5. Alors dans ce cas-là, je peux calculer la mobilité cinématique qui est égale à quoi? Donc est égale à le nombre d'inconnus cinématiques moins le nombre d'équations. Alors on a 5 inconnus, je les ai soulignés sur le système, les 5 inconnus plutôt. Alpha 30, gamma 32, gamma 21, gamma 10 et U30. Donc la mobilité cinématique et MC est égal au nombre d'inconnus cinématiques. NC moins le nombre d'équations indépendantes est égal à 5 moins 4 est égal à 1. Donc MC représente le nombre d'inconnus cinématiques qu'il faut fixer pour résoudre le système. Une méthode pratique, si vous voulez, sans calcul, juste à partir du schéma cinématique,
Donc, méthode pratique pour déterminer MC sans passer par la fermeture cinématique, c'est-à-dire sans faire cette étude qu'on a faite maintenant sur le système bienvenu, sans passer par la fermeture cinématique. Directement à partir du schéma cinématique. Donc on a ici le mouvement à l'entrée, c'est alpha 10, donc c'est oméga de 1 sur 0 est égal à alpha 10 d'après la notation qu'on a utilisée. Et la translation, on l'a noté U30. U30. Rotation à l'entrée, translation à la sortie ou inversement, donc c'est la vitesse du point B appartenant à 3 sur 0. Le module de la vitesse. Ou bien la valeur algébrique, comme vous voulez, de FLP. Donc, mobilité utile, mobilité utile. MU loi d'entrée-sortie du mécanisme. Loi d'entrée-sortie. C'est une équation qui lie les paramètres cinématiques à l'entrée et à la sortie. Donc F de alpha 10 est égal à U30, translation en fonction de la rotation, ou inversement. Donc on peut déterminer MU à partir de cette équation. Donc implique équation à deux inconnus cinématiques. Deux inconnus cinématiques qui sont bien sûr la translation U30 et la rotation alpha 10. Pour résoudre cette équation, il faut connaître l'un des deux paramètres ou bien l'une des deux inconnues cinématiques. Le cinématique implique que la mobilité utile est égale à 1. Donc si tu fixes une inconnue, tu peux déterminer l'autre. Cela veut dire que la mobilité utile est égale à 1. Donc MU, on peut dire que MU, c'est le nombre d'inconnus cinématiques qu'il faut fixer ou bien connaître, il faut fixer ou bien imposer pour résoudre cette équation, pour résoudre l'équation qui lie la sortie à l'entrée, l'équation qui lie les deux paramètres, donc l'équation loi d'entrée-sortie. Pour la mobilité interne, on reprend le schéma. Donc on a toujours le mouvement de rotation de 1 par rapport à 0, le mouvement de translation de 3 par rapport à 0. Donc alpha 10 et U30, ce sont les deux mouvements qui lient ou bien qui représentent la loi d'entrée-sortie. Donc les deux mouvements liés à partir de la loi d'entrée-sortie. Donc pour déterminer la mobilité interne, on bloque l'entrée et la sortie. Donc on bloque les mouvements utiles du mécanisme. Donc on bloque l'entrée et la sortie du mécanisme. Entre parenthèses, mouvement utile. Donc il faut bloquer la rotation de 1. Bloquer la rotation de 1 par rapport à 0.
est bloqué aussi, donc bloque la rotation, et la translation de 3 par rapport à 0. Alors comme ça, s'il y a des mouvements supplémentaires, ce sera des mouvements internes, il y a une mobilité interne. Donc je barre une croix sur alpha 10 et U30, et dans ce cas-là, on peut poser la question suivante. Est-ce que la pièce 2 qui lie la pièce 1 à 3 peut faire un mouvement? Donc est-ce que cette pièce peut changer sa position? Est-ce que la pièce 2 peut changer de position? Vous imaginez que vous manipulez la pièce 2, donc est-ce que vous pouvez faire un mouvement sans entraîner les autres pièces, sans changer la position des autres pièces? On constate qu'à cause des deux liaisons pivots en A et B, la pièce 2 est complètement bloquée. Cela veut dire que 2 est bloqué, alors cela implique qu'il n'y a pas de mouvement interne ou bien pas de mobilité interne. Cela implique que pas de mobilité interne ou bien pas de mouvement interne. Cela veut dire que MI est égal à 0. Donc ça se fait à partir du schéma, il faut juste bloquer l'entrée et la sortie et vous déduisez le mouvement interne. Implique que MC est égal à MU, mobilité utile, plus MI, mobilité interne, est égal à 1 plus 0 est égal à 1. Donc, mobilité cinématique est égale à 1. Voilà donc une méthode directe pour calculer, ou bien une méthode pratique pour calculer la mobilité cinématique sans passer par la fermeture cinématique. Directement à partir du schéma cinématique. Deuxième question, pour les solutions ci-dessous, déterminer la mobilité cinématique. Donc notre objectif est toujours le même, chercher la mobilité cinématique qui est égale à la mobilité utile plus la mobilité interne, mais on va changer quelques liaisons sur le système biarmanivelle. Donc on reprend la même figure, la figure 1, mais on changera le même système plutôt, mais on changera quelques liaisons sur le schéma. Donc remplacer la première solution, remplacer la liaison pivot 1, 2 et 2, 3 par des rotures. Dans le premier cas, on va remplacer les deux liaisons en A et B par des rotules. Des liaisons rotules. C'était des liaisons pivot, alors cette fois on va les remplacer par des liaisons rotules. Et on va refaire le calcul bien sûr. Donc la mobilité, on a la mobilité cinématique toujours égale à la mobilité utile plus la mobilité interne. Bien sûr, on n'a pas changé de système, toujours le système biarmanivelle, toujours la même loi d'entrée-sortie, donc la mobilité utile est toujours égale à 1. Donc la mobilité utile ne changera pas. Pourquoi? Parce que la fonction du système n'a pas changé. Le système transforme toujours une rotation en translation ou inversement. Donc la loi d'entrée-sortie est toujours la même, f de alpha est égal à U30, donc aucun changement, inchangé. Donc la mobilité utile ne changera pas. Par contre, la mobilité interne, M interne, on va analyser le schéma pour déterminer la mobilité interne. Donc comme toujours, on bloque, on va d'abord définir l'entrée et la sortie et on va les bloquer. Donc là, c'est le mouvement à l'entrée, donc on l'a noté alpha 10, c'était le oméga de 1 par rapport à 0, et la sortie, la translation VB appartenant à 3 par rapport à 0, c'est U30. Donc c'est la vitesse du point B appartenant à la pièce 3 par rapport à 0. Donc on va bloquer ces deux mouvements. En tout cas, si vous bloquez la rotation, la translation sera aussi bloquée. Donc on bloque la rotation à l'entrée et la translation à la sortie. Et on analyse les mouvements, la pièce, est-ce que 2 peut faire un mouvement? Donc évidemment, si vous pouvez entraîner 2 en rotation autour de son propre axe, autour de AB. Donc autour de AB, on peut tourner et entraîner 2 en rotation. De même pour la pièce 3, remarquez que 3 peut être aussi entraîné en rotation autour de son propre axe. Le piston 3 peut tourner
peut tourner suivant x0. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a bloqué la translation. Le mouvement utile, c'est la translation. Par contre, le mouvement de rotation propre de 3 autour de son province n'est pas un mouvement utile. Donc, la mobilité utile totale, c'est la somme des deux. Avec mobilité interne 1, c'est la rotation de 2 suivant AB. Et la mobilité utile numéro 2, c'est la rotation de 3 suivant x0. Par conséquent, la mobilité interne est égale à 2. Donc, la mobilité cinématique a changé de valeur cette fois, elle n'est plus égale à 1, donc elle est égale à la mobilité utile 1 plus la mobilité interne 2, donc est égale à 3. Donc, en changeant de liaison, la mobilité cinématique totale a changé. Donc, si vous mettez des rotules, ça donne une mobilité interne est égale à 3. Alors, une autre solution numéro 2, donc la même figure, mais on va changer encore une fois de liaison. Donc, remplacer la liaison pivot 2, 3 par une liaison sphère cylindre d'axe BZ, donc une liaison linéaire annulaire. Et la liaison pivot 1, 2, on va la remplacer par une liaison pivot glissant suivant AZ0. Et on refait le calcul. Donc, la mobilité cinématique est égale à la mobilité utile plus la mobilité interne. Avec bien sûr la mobilité utile qui ne change pas, donc évidemment la mobilité utile reste toujours la même, toujours le même système, toujours la même fonction. Par contre, la mobilité interne, on va la calculer, on va la déterminer en analysant le schéma. Donc comme toujours, il faut bloquer la rotation de 1 et la translation de donc alpha 10 et la translation de 3 par rapport à 0. Là, c'est U30. Donc, bloquer ces deux mouvements. Donc, je vais les barrer. Bloquer. Et là, je peux constater que je peux changer la position de la pièce 2. En translation cette fois. Donc, comme un tiroir, je peux tirer la pièce 3 ou bien la pousser. Donc, ça donne une mobilité interne. Et pour la pièce 3, on a toujours la même mobilité. Donc, la mobilité 3 est toujours, la mobilité de la pièce 3 est toujours la même. C'est la rotation propre autour de x0. Donc la somme des deux, mobilité interne 1 et 2, avec mobilité interne numéro 1, c'est la translation. C'est la mobilité interne 1 est égale translation de 2 suivant Z0. Et la mobilité interne 2, rotation, comme dans le cas précédent, c'est toujours une rotation de la pièce 3 autour de son propre axe, piston autour de son axe, donc rotation de 3 suivant x0. Alors ça me donne là encore deux mobilités internes. Cela implique que la mobilité cinématique, là aussi, est égale à 3. Donc 1 plus 2, c'est 3. Alors, donc pour la solution numéro 2, la mobilité cinématique est égale à 3. Alors, troisième solution, encore un changement, sur la figure 4. On va faire un seul changement cette fois. On va remplacer la liaison pivot 1, 2 par une liaison rotule. Donc si on change une seule liaison, est-ce qu'il y aurait encore des mobilités internes? Alors on recommence. La mobilité cinématique est égale à la mobilité utile plus la mobilité interne. Évidemment, la mobilité utile est toujours la même, aucun changement. Toujours la même mobilité, toujours la même. Par contre, la mobilité interne, il faut la chercher sur le schéma. Donc, comme toujours, on bloque la rotation de 1 par rapport à 0, donc alpha 10, et on bloque la translation
de 3 par rapport à 0. Donc si on bloque 1 par rapport à 0 et 3 par rapport à 0, on constate que 2 ne peut faire aucun mouvement à cause de la liaison pivot. Donc la liaison pivot empêche tous les mouvements de la pièce 2 et empêche également la rotation propre de 3 autour de son propre axe. Cela veut dire que si vous faites un seul changement, si vous changez le pivot par rotulant A, la mobilité interne est nulle, pas de mobilité interne, pas de mouvement interne. Donc 2 est coincé, bien bloqué entre 1 et 3. Donc pas de mouvement de la pièce 2. Par conséquent, la mobilité cinématique est égale à 1 plus 0 est égal à 1. Cela veut dire que la mobilité cinématique est égale à 1. Ça veut dire que ça ressemble au premier cas, c'est-à-dire à la figure 1. La récapitulation. Alors pour la figure 2, on a dit qu'on a deux mobilités internes. Ça veut dire que voilà, on a ça et ça. Donc ça veut dire que c'est 1 plus 2, donc 3. Pour le deuxième cas, on avait dit qu'il y a deux mobilités internes toujours. Pour deux mobilités internes, donc 1 plus 2 est égal à 3. Par contre, pour le troisième cas, aucune mobilité interne. Donc 1 plus 0 est égal à 1